Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Lisa Marie et bienvenue à Tour du Monde. Ce soir, on fait le tour de la Corée, un pays autrement appelé Pays du matin calme. Donc, ce soir, Valérie, tu vas nous parler du fonctionnement du pays et des relations internationales. Et Hugo, tu vas nous parler de l'aspect sportif, car en 2018, ils accueilleront les Jeux olympiques d'hiver. Voilà. Donc, pour vous mettre en contexte, la Corée est un pays où le climat est de type tempéré continental, caractérisé par une amplitude annuelle de 35 degrés. Donc, très semblable au Québec, au climat du Québec, cependant un peu plus froid, un peu moins froid, pardon, car en janvier, la température moyenne est de 8 degrés et en juillet de 27 degrés. Le climat est caractérisé par un hiver long et froid, et en été, c'est chaud et humide. La Corée est une péninsule du pays d'Asie de l'Est et depuis la fin des années 1940, elle est divisée en deux États, soit la Corée du Nord et celle du Sud. Ces deux Corées se sont entourées par la Chine, la Russie et est à l'ouest du Japon. La Corée du Sud, dont la capitale est le Séoul, a une population de 49 millions d'habitants qui occupe une superficie de 100 km². Tandis que la Corée du Nord compte 24,9 millions d'habitants sur une superficie de 121 km², soit un peu plus petit que l'État de la Floride. Les relations entre les deux États sont très tendues, Valérie. Lorsqu'on parle de la Corée, on pense souvent bien plus à celle du Nord, avec son régime totalitaire. Malgré la mauvaise réputation du Nord, le Sud a su bien s'épanouir au niveau international. Oui, on parle souvent du Nord parce que, évidemment, on parle de son régime totalitaire, mais le Sud s'est quand même bien démarqué au niveau international. D'ailleurs, juste pour vous expliquer un petit peu, je vais commencer à parler des Corées en vous expliquant le régime des deux Corées, le régime politique de chacune des deux Corées. Je vais vous parler de la guerre de Corée. Ensuite, je vais vous parler de l'économie, de la liberté politique et de l'ouverture d'esprit, surtout de la Corée du Sud, et de la réunification des deux Corées, qui est un projet qui est en branle depuis plusieurs années. Donc, pour commencer, la Corée du Sud, c'est une république, c'est une démocratie parlementaire, ce qui fait en sorte que c'est capitaliste. Donc, capitaliste, c'est prospérité économique, développement économique, puis on a droit au libre entrepreneuriat. Et puis, les partis et les représentants sont élus. Ça ressemble beaucoup au système français. En France, c'est à peu près le même système. Il y a un président, puis il y a des élus qui sont élus par la population. Et puis, ils ont une indépendance politique, économique et militaire par rapport au Nord. Ils ont 45 % du territoire. La Corée du Nord, quant à elle, c'est une république populaire, démocratique. C'est un régime qui est totalitaire, ça veut dire que c'est communiste et c'est dirigé par quelqu'un qui a plein pouvoir. Donc, la personne est élue, mais il y a un seul parti, donc c'est pas très, très libre. Puis, lorsqu'on parle de Corée, on entend souvent parler de guerre et de conflit. Oui, exactement. La guerre de Corée, elle a lieu de 1950 à 1953, et puis ça a complètement déchiré les deux parties de la Corée. Cette guerre, c'est le résultat de la division des Corées à cause de la guerre du Pacifique, qui est une guerre qui opposait le Japon et l'Orient, et ensuite la Seconde Guerre mondiale pour tout le conflit qu'on connaît, et je n'élaborerai pas sur ce sujet. Le Nord est d'ailleurs devenu communiste suite à ce conflit-là, et le Sud est devenu capitaliste, ce qui a quand même continué à contribuer aux tensions entre les deux pays. La Corée du Sud, elle s'identifie beaucoup aux États-Unis, et la Corée du Nord, elle s'identifie plus à la Russie ou au régime stalinien qu'il y avait dans ces années-là. Ensuite, suite à la guerre de Corée en 1953, il y a une armistice qui a été signée. C'est pas vraiment un acte de paix très, très officiel. Ça a été vraiment officialisé en 2007 lors de la signature d'un accord de paix entre les deux présidents de l'époque. Ensuite, il faut parler quand même de la zone tampon parce que la Corée, elle est séparée en deux parties, mais entre les deux, il y a une zone qui est pas neutre, mais c'est comme une zone d'échange où les pays peuvent échanger au niveau économique, mais au niveau militaire. Puis cette zone-là, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est la zone... une zone de paix, mais quand même, c'est contrasté parce que cette zone de paix-là, c'est elle qui contient le plus de forces armées du monde. Donc, c'est quand même assez actif, si on peut dire. Ensuite,
On peut parler aussi de la réussite économique de la Corée du Sud parce que ça, il faut vraiment le noter. Même si la Corée du Nord est vraiment totalitaire et ferme, et vraiment fermée au niveau international, la Corée du Sud, elle a réussi vraiment à s'épanouir. Parce que si on parle de Samsung, LG, Kia, toutes ces marques-là que vous connaissez tous ça, je pense que c'est évident. Là, on utilise tous avec nos téléphones ou avec les voitures ces marques-là. Et ça vient de la Corée du Sud. Donc, elle s'est vraiment épanouie au niveau économique. Et puis, au niveau touristique, c'est vraiment plus facile d'accéder à la Corée du Sud qu'à la Corée du Nord. Il faut noter aussi que c'est la 12e puissance mondiale au niveau économique, ce qui est quand même notable. Il faut vraiment le noter. Là. Oui. Et puis, comme Hugo va nous en parler un petit peu plus tard, elle va accueillir les Jeux olympiques de 2018, ce qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Là. Oui. Ensuite, j'aimerais vous parler de la liberté politique parce que on parle du Nord parce que c'est très fermé, mais au Sud... C'est très contraste à comparer le Nord. Là. Exactement, parce que en 2012, la première femme a été élue présidente. Cette femme-là s'appelle Park Geun-hye et puis elle est issue d'une famille politique. Puis elle a contribué, elle aussi, tout comme son père, qui a aussi été président, à l'essor économique de la Corée du Sud. Et puis ça fonctionne vraiment très, très bien. Okay. Puis, depuis 1940, les deux États sont séparés, donc l'État de la Corée du Nord et celle du Sud. Oui. Mais là, on parle d'une réunification des États. Oui, bien, c'est un projet qui est en branle depuis vraiment plusieurs années, là, depuis la guerre de Corée, mais c'est quand même difficile puisque les deux pays sont tellement différents. Donc, le Nord qui est très, très fermé et puis le Sud qui est très, très ouvert. Ce projet-là est en branle, on en parle encore. D'ailleurs, il y a encore des tensions entre les deux Corées, donc ça reste quand même encore à l'étape de projet, mais je suis certaine qu'on va encore en entendre parler beaucoup, beaucoup dans les prochaines années. Oui, bien merci Valérie. Ça me fait plaisir. Puis c'est à se rappeler que la Corée du Sud vit également un boom économique incroyable, surtout grâce à son épanouissement qui sera mis de l'avant grâce aux Jeux olympiques de 2018. Donc, Hugo, tu nous fais un bilan de ces Jeux? Ben oui. En fait, ça va être dans la ville de Pyeongchang. Que la Corée accueillera les athlètes de 2018 pour les Jeux olympiques. La ville a été élue le 6 juillet 2011 à Durban, en Afrique du Sud, lors de la 123e session du Comité international olympique. Donc, après une grande série de métropoles, Nagano, Salt Lake City, Turin, Vancouver et Sochi, ces Jeux marquent le retour pour la première fois depuis 1994 de la compétition hivernale dans une petite ville de montagne. Donc, la dernière fois, c'était en 1994, considéré par plusieurs journalistes, journaux, revues, etc., comme étant les Jeux olympiques 1994. C'était en Norvège, une petite ville en montagne appelée Lillehammer. Vraiment les Jeux olympiques les plus prestigieux. On s'en souvient. Il y avait plusieurs athlètes qui nous représentaient d'ailleurs. Je vais faire une petite parenthèse, Valérie, si tu me le permets. D'ailleurs, les Québécois avaient très bien fait cette année-là, dont Myriam Bédard qui a remporté 2 médailles d'or en biathlon et aussi Jean-Luc Brossard, une médaille d'or au boss, donc en ski acrobatique. Donc, il va y avoir 2 sites sur lesquels ça va se passer. Donc, les sports, tout ce qui est sport de ville, aréna, donc hockey, patinage artistique, etc., ça va avoir lieu à Gangneung. OK, la prononciation est très difficile, hein? Et puis, les sports de montagne, tout ce qui est ski de fond, ski alpin, etc., ça va être sur le complexe alpin d'Alpansia. Donc, comme les Jeux olympiques d'hiver, il va y avoir 7 sports, 15 disciplines. Je ne m'attendrai pas là-dessus. Je suis tombé sur un article qui est sorti le 23 novembre dernier. Donc, j'ai pas ma montre, c'est fantastique, mais c'est pas grave, c'était avant-hier, si je me trompe pas. Donc, plusieurs comités nationaux se sont rendus sur les chantiers de Pyeongchang parce qu'en ce moment où on se parle, c'est en construction. Oui. Le site est en construction. Oui. Et puis, ils se sont dit très impressionnés, les nombreux comités nationaux, parce que depuis la zone d'Alpansia, tous les sites de compétition et les villages olympiques sont accessibles en 30 minutes. Donc, pour les athlètes, voyager en seulement 30 minutes entre les 2 sites, c'est... Le voyagement se fait très bien. Très, très bien. Ben, c'est très pratique surtout parce que si on recule un peu, les anciens Jeux olympiques et tout, ça pouvait prendre jusqu'à 2 heures se promener entre chaque site. Donc, pour les athlètes, ça fatigue. C'est une grosse perte de temps. C'est une grosse perte de temps, en effet. Faut que tu te lèves plus tôt, surtout les matins, pour se déplacer, etc. Tout ce qui vient avec. Et puis...
là, j'arrive justement, là, vous allez me dire, mais Pyeongchang, c'est en Corée, les bénévoles là-bas, il faut qu'il y ait des bénévoles. Mais exactement. Moi la question que je me posais surtout, c'est que le coréen, le langage de la Corée, la langue, en fait, c'est pas une langue connue de tout le monde. En effet, j'arrivais là. Justement, les organisateurs s'engagent sur la formation linguistique de 30 000 bénévoles. Donc, pour être bénévole, ils obligent à aller prendre des cours de langue. Et ces cours de langue-là, donc, la cité sud-coréenne s'est engagée dans le cadre d'un partenariat avec Pangoda Education Group, une importante institution chargée de l'enseignement de la langue étrangère en Corée du Sud. Donc ça, ils vont apprendre aux 30 000 bénévoles l'anglais, le français, le chinois, pour être plus précis, le mandarin et le japonais. Mais là, vous allez me dire... Oui, le français... Pourquoi le français? Le français, parce que... ça, c'est en raison du baron Pierre de Coubertin, qui est le fondateur des Jeux olympiques modernes. Donc, c'est un Français, hein, vous l'avez deviné avec son nom. Donc, c'est les langues principales des Jeux olympiques, anglais, français et la langue locale, dans ce cas-là, qui va être le coréen. Donc, aussi, faut pas oublier, pour les amateurs de hockey, il fallait que je souligne, on sait toujours pas si les joueurs de la Ligue nationale ici en Amérique vont pouvoir participer aux Jeux olympiques de 2018. Parce que, là, je vais vous expliquer. C'est parce que quand on envoie les joueurs en compétition pour les Jeux olympiques, la Ligue nationale doit prendre une grosse pause donc de 2 semaines. Donc, l'organisation n'aime pas ça. Ça retarde tout le calendrier, la Coupe Stanley, etc. Et aussi pour les blessures. Parce que si un joueur se blesse, là-bas... Ça compromet la saison pour son équipe. Pour son équipe. Et ça fait beaucoup de nuisances à l'équipe. Et il faut d'ailleurs continuer de les payer, même s'ils sont blessés, pas pour leur équipe. Donc, c'est de l'argent gaspillé. Et tout. Effectivement. Donc, merci Hugo. Et donc, il vous reste un peu plus de 3 heures pour récolter votre argent et peut-être vous acheter un billet d'avion pour la Corée du Sud afin d'aller encourager nos athlètes du Québec et du Canada. Et prendre note que si vous avez l'intention d'aller encourager nos athlètes, il n'est pas nécessaire de laisser du pourboire lorsque vous allez au restaurant en Corée du Sud. Vous pouvez même vous retrouver poursuivi par un serveur qui souhaitera vous rendre votre monnaie. Donc, c'est déjà tout pour notre émission. J'aimerais remercier Valérie et Hugo, ainsi que toute l'équipe technique et vous à la maison. C'est un rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tour du monde. Bonne soirée.